Dans toute relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, il arrive un moment où quelque chose bascule en vous. Au début, c'est vous qui faites le premier pas. Vous répondez vite. Vous vous justifiez. Vous essayez de prouver que vous êtes à la hauteur, espérant que votre constance finira par convaincre l'autre de voir votre valeur. Vous faites tout ce que l'on attend de vous. L'ouverture, l'effort, la vulnérabilité. Puis, le silence s'étire. Les réponses monosyllabiques arrivent. Votre présence est tenue pour acquise. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à vous sentir diminué dans l'espace même où vous cherchiez à être vu. C'est là que le changement s'amorce. Non pas en l'autre, mais en vous. Vous cessez de tendre la main. Vous cessez de courir après. Vous cessez d'offrir des morceaux de votre âme en échange d'une attention éphémère. Et dans ce calme retrouvé, quelque chose de puissant s'éveille. Pas la rancœur, ni la vengeance, mais la clarté. Cette clarté dont parlaient les stoïciens. Le moment où vous réalisez que votre paix ne réside pas dans la reconnaissance d'autrui, mais dans votre capacité à lâcher prise avec grâce. Si vous êtes de ceux qui apprennent à chérir le calme intérieur plus que le bruit extérieur, considérez ceci comme un engagement envers vous-même. Celui de marcher sur le chemin de la force, de la clarté et de la maîtrise de soi. Il existe un silence qui ne crie pas pour attirer l'attention. Et pourtant, il devient la chose la plus assourdissante dans la pièce. Il n'exige rien. Il ne supplie pas. Il n'essaie de convaincre personne de son importance. Il est, tout simplement. Et dans cette immobilité, il force les autres à ressentir ce que votre présence masquait autrefois. Leur propre vide. C'est le pouvoir du calme. Ni passif, ni amer, juste intentionnel. Il n'y a pas de rage en lui, pas de mise en scène. Seulement un retrait, tranquille, posé, définitif. Et quand cela se produit, la dynamique change. Celui qui ignorait vos mots est maintenant hanté par votre silence. Pensez à la dernière fois où quelqu'un a disparu de votre vie sans drame. Pas de discours final, pas de point final, juste un effacement progressif. Vous n'aviez pas réalisé l'espace qu'il occupait jusqu'à ce qu'il soit parti. Et soudain, votre esprit s'est mis au travail. Ai-je dit quelque chose? Ai-je manqué un signe? Le silence devient un miroir, et le reflet qu'il révèle n'est jamais confortable. C'est ainsi que l'esprit réagit à l'immobilité. Il panique, car le calme laisse place à la pensée, et la pensée, mêlée au regret, devient une tempête. Quand quelqu'un parle constamment, s'explique sans cesse, est toujours présent, on peut le tenir pour acquis. Mais quand cette personne devient silencieuse, c'est là que les autres écoutent enfin. Non pas parce que vous avez élevé la voix, mais parce que vous l'avez retirée. La philosophie stoïcienne évoque souvent cette vérité, nous rappelant que l'immobilité n'est pas l'inaction, mais une retenue disciplinée. Marc Aurèle a écrit « Nulle part l'homme ne trouve de retraite plus tranquille et moins troublée que dans son âme. » Aïe! Le calme est l'espace où vit la clarté. C'est là que vous prenez du recul et déclarez « Je ne participerai plus à cette dynamique qui me demande de donner sans jamais rien recevoir en retour. » Non pour punir, mais pour vous préserver. Vous ne battez pas en retraite par défaite. Vous vous retirez avec sagesse. Et la sagesse n'a pas besoin d'être bruyante. La plupart des gens sont dépendants du bruit numérique, bruit émotionnel, bruit relationnel. Mais le bruit n'est pas la connexion, c'est l'encombrement. Et lorsque vous devenez silencieux, vous exposez ce contraste. Votre absence ne fait pas que vous retirer, elle met en lumière le déséquilibre. Et ceux qui profitaient de votre générosité excessive
se retrouvent seuls dans un silence qu'ils n'auraient jamais cru devoir affronter. Épictète disait « Si quelqu'un ne veut pas être avec moi, je veux encore moins être avec lui. » Ce n'est pas de la cruauté, c'est le respect de soi. C'est la décision tranquille de cesser de poursuivre des personnes qui ne réagissent que lorsqu'elles craignent de vous perdre. Les gens ressentent un étrange malaise lorsqu'ils n'ont plus accès à vous. Ils essaient de sonder votre silence, de le tester, de le perturber. Non pas parce que vous leur manquez, mais parce que le pouvoir qu'ils avaient sur vous leur manque. Mais lorsque vous vous arrêtez, vraiment, non pas froidement, mais consciemment, tout change. Vous ne parlez plus depuis un lieu de besoin, mais depuis un lieu de présence, où vous ne parlez plus du tout, et votre silence devient la première véritable conversation qu'ils n'aient jamais eue avec eux-mêmes. Carl Jung dit « La solitude est pour moi une source de guérison qui donne à ma vie sa valeur. » Le calme n'est pas l'isolement, c'est la guérison. C'est là que l'énergie émotionnelle que vous dépensiez à essayer d'être vu commence enfin à rentrer chez elle. Vous n'êtes plus dehors à la recherche de compréhension. Vous êtes ici, à l'intérieur, rassemblant votre pouvoir. Et le pouvoir ne s'annonce pas, il s'assoit, attend, observe. Le silence est votre façon de reprendre le contrôle, non pas sur eux, mais sur vous. Il ne s'agit pas d'être mystérieux, mais d'être ancré. Vous n'êtes plus disponible pour des mises en scène. Vous ne réagissez plus à chaque impulsion, chaque retard, chaque silence de leur part. Vous avez appris que toute question ne mérite pas une réponse, que tout message n'appelle pas de réplique, et que toute absence ne vous oblige pas à combler le vide. C'est la maturité. C'est la possession de soi. Et ceux qui comptaient sur votre disponibilité émotionnelle font maintenant face à l'espace qu'ils ont contribué à créer. C'est ici, dans ce calme, que votre valeur commence à augmenter. Non pas parce que vous êtes devenu plus, mais parce que vous avez cessé de donner si librement. Vous avez permis à l'autre de s'asseoir dans sa propre énergie, sans votre labeur émotionnel pour le soutenir. Et il commence à réaliser. La connexion n'était pas aussi unilatérale qu'il le pensait. Vous n'étiez pas celui qui poursuivait, vous étiez celui qui était présent. Le poids qu'il ressent maintenant est le poids que vous portiez en silence. Et ce silence, il en dit long. Sénèque nous le rappelle. Le plus grand remède à la colère est le délai. Le calme ne consiste pas seulement à se retirer, mais à refuser de réagir. Vous commencez à comprendre que votre plus grande influence ne vient pas de l'affirmation, mais de la retenue. Vous n'êtes plus facilement provoqué, vous ne vous précipitez plus pour clarifier les choses, vous ne vous battez plus pour être choisi. Vous vous choisissez, vous-même. Et dans un monde qui carbure aux réactions instantanées et à la surexposition émotionnelle, votre sang-froid devient magnétique. Laissez les autres s'interroger. Laissez-les rejouer les scènes. Laissez-les sentir l'absence de ce qu'ils tenaient pour acquis. Car le véritable calme ne fait pas que vous ramener à vous, il les attire à lui. Non par manipulation, mais par contraste. Vous leur montrez, sans un mot, à quoi ressemble la vie sans vous. Et pour la première fois, ils doivent affronter ce qu'ils n'ont jamais voulu voir auparavant. Le calme n'est pas la fin de la connexion, c'est le début du discernement. C'est le moment où vous cessez d'essayer d'être entendu et commencez à vous écouter vous-même. Vous ne les punissez pas par le silence, vous protégez votre paix. Et quiconque confond cela avec de la distance n'a jamais vraiment apprécié votre proximité. Maintenant, vous êtes immobile, pas froid, mais clair, pas en colère, mais conscient. Et cette conscience devient votre force, car rien ne secoue plus une personne que la prise de conscience qu'elle a perdu l'accès à vous,
Et ce n'est pas parce que vous avez disparu, mais parce que vous êtes enfin revenu à vous-même. L'attachement est une chose discrète. Il s'annonce rarement. Il ne demande pas la permission et n'a pas besoin d'être reconnu pour grandir. Il se construit simplement en arrière-plan, tissé dans le rythme de vos réponses, de vos rires à leurs blagues à moitié formées, de vos rappels, de votre patience, de votre présence. Et parce qu'il est si constant, si inébranlablement fiable, il commence à sembler normal, acquis, quelque chose qui sera toujours là, jusqu'au jour où il ne l'est plus. Et c'est là que le silence frappe différemment. Non pas comme la paix, mais comme l'absence. La vérité, c'est que la plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont liés à votre présence avant qu'elle ne disparaisse. Ils ne remarquent pas le poids que vous portiez pour eux avant que vous ne le déposiez. Votre loyauté était devenue invisible, votre travail émotionnel tacite, et pourtant, ils en dépendaient profondément. C'est l'ironie de la nature humaine. Les choses dont nous dépendons le plus sont souvent celles que nous apprécions le moins, jusqu'à ce qu'elles ne nous appartiennent plus. Ce qui semblait ordinaire devient rare, et celui qu'il remarquait à peine commence à résonner en tout. Vous étiez toujours là, à prendre des nouvelles, à vous montrer, à combler les vides émotionnels dont il ne parlait jamais, mais qu'il s'attendait toujours à ce que vous compreniez. Et ils s'y sont habitués. Votre constance est devenue un bruit de fond. Votre générosité a été filtrée par le prisme de l'attente. Vous leur donniez le sentiment d'être vus, mais ils avaient cessé de vous voir. Et puis, vous avez arrêté. Pas par colère, ni pour marquer un point. Vous avez simplement arrêté parce qu'une voix intérieure s'est tue et a réalisé que cet effort n'était pas réciproque. Et c'est là que tout bascule. Ils ne ressentent pas la perte immédiatement. Au début, c'est juste un léger changement dans l'air. Un message manqué, une pause plus longue, moins de chaleur dans votre ton. Mais lentement, cette absence s'épanouit en prise de conscience. Ils commencent à chercher ce qu'ils n'avaient jamais eu à chercher auparavant. Ils ouvrent votre conversation et parcourent les souvenirs, se demandant s'ils ont manqué les signes. Non pas parce que vous leur manquez, mais parce que la version d'eux-mêmes qu'ils étaient quand vous vous souciez d'eux leur manque. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous en avons. Quand vous étiez disponible, ils avaient des opinions. Ils croyaient pouvoir vous joindre quand ils en avaient besoin. Que votre gentillesse n'avait pas de limite. Que votre présence était inconditionnelle. Mais quand vous prenez du recul, ces opinions s'effondrent. Et ce qui les remplace n'est pas la compréhension, c'est le doute. Des questions se forment. Et l'esprit humain ne gère pas bien les boucles ouvertes. Il commence à obséder, à réfléchir, à reconstruire les événements à la recherche de ce qui a mal tourné. Les gens confondent souvent la réflexion avec le manque. Ils ne réalisent pas que ce dont ils ont vraiment envie, ce n'est pas vous. C'est la facilité avec laquelle ils se sentaient désirés par vous. Cette version de la connexion où ils n'avaient jamais à tendre la main parce que vous étiez déjà là. Cette aisance, cette sécurité émotionnelle, ce fil invisible qui maintenait tout ensemble sans qu'ils ne remarquent jamais les nœuds que vous faisiez constamment pour l'empêcher de se défaire. C'est ce qu'ils recherchent. Non pas parce qu'ils ont changé, mais parce que votre absence les force maintenant à ressentir tout ce dont vous les protégiez. Mais à ce moment-là, votre énergie a changé. Vous ne cherchez plus à être compris. Vous avez cessé de rejouer l'effort. Vous avez cessé de mesurer votre valeur à l'aune de la reconnaissance d'un autre. Vous comprenez maintenant qu'une véritable connexion ne vous oblige pas à disparaître pour être vu. Et en vous détachant, quelque chose de puissant se produit, non pas pour eux, mais pour vous. Vous commencez à remarquer toutes les fois
où vous avez donné plus que vous n'avez reçu. Vous vous souvenez des jours où vous avez confondu être nécessaire avec être apprécié, et vous vous pardonnez de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Quand vous cessez d'offrir l'accès, les gens commencent à se souvenir de la rareté de ce privilège. Ils se souviennent comment votre présence les sécurisait, comment votre voix calmait leur chaos, comment votre foi en eux les faisait croire en eux-mêmes. Et maintenant que c'est parti, ils se mettent à chercher. Pas seulement vous, mais ce sentiment. Mais voici la vérité. Ils ne le trouveront pas chez quelqu'un d'autre, car il ne s'agissait pas de l'attention. Il s'agissait de l'intention. Et votre intention n'a jamais été désinvolte. Ils reviendront peut-être, oui, ils le font souvent. Non pas parce qu'ils voient soudainement votre valeur, mais parce qu'ils ressentent maintenant le vide que vous combliez autrefois. Mais ce qu'ils trouveront, c'est une version de vous qui ne correspond plus au rôle dont ils se souviennent. Pas plus froide, juste plus claire. Pas en colère, juste indisponible. Et cette clarté leur semblera être de la distance. Mais ce n'est pas de la distance, c'est de la guérison. C'est vous qui ne vous rapetissez plus pour être plus facile à digérer. Un attachement, une fois brisé, ne revient jamais à l'identique. Soit il s'approfondit par une croissance mutuelle, soit il se dissout en un souvenir. Et ceux qui reviennent en espérant le passé sont souvent accueillis par un silence qui dit « Cette version de moi n'habite plus ici. » Car une fois que vous vous êtes détaché du besoin d'être vu, vous n'acceptez plus d'être ignoré. Courir après l'autre semble toujours noble au début. Vous vous dites que c'est une question d'attention, d'effort, de montrer que vous êtes prêt à vous battre pour ce qui compte. Mais discrètement, sous la surface, autre chose se produit. Chaque fois que vous vous surinvestissez, vous murmurez un message que vous ne réalisez peut-être même pas envoyer. J'ai besoin de quelque chose de toi que je ne parviens pas à trouver en moi. C'est subtil, c'est tacite, mais cela redéfinit toute la dynamique. Et dans cet espace, celui que vous poursuivez ne voit pas de la dévotion. Il voit un levier de pouvoir. Ce qui aurait dû être mutuel devient inégal, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce que vous vous êtes rabaissé en essayant de prouver votre valeur. Voilà ce qui fait mal, non pas qu'il ne vous ait pas vu, mais que vous ayez dû essayer si fort pour être vu, que vous ayez dilué votre respect de vous-même juste pour maintenir leur intérêt. Et plus vous vous enfoncez dans ce schéma, plus vous effacez la valeur même que vous essayez de mettre en avant. Vous répondez rapidement à des choses qui méritent à peine votre temps. Vous justifiez des comportements qui manquent de respect à votre présence. Vous continuez à vous présenter dans des espaces qui ne vous rendent rien en retour. Et peu à peu, ils cessent d'être reconnaissants, non pas parce que vous n'en valez pas la peine, mais parce que vous êtes devenu prévisible. Carl Jung a dit « La chose la plus terrifiante est de s'accepter soi-même complètement. » Mais c'est précisément ce refus de nous accepter pleinement qui nous conduit souvent dans le piège de la poursuite. Nous espérons que l'attention de quelqu'un d'autre confirmera notre valeur. Nous espérons qu'en faisant plus, nous serons enfin choisis d'une manière qui validera les parties de nous dont nous doutons secrètement. Mais plus vous essayez de mériter ce qui devrait être donné librement, plus vous devenez invisible. Non pas parce que vous n'avez pas d'importance, mais parce qu'ils apprennent à tout attendre et à ne rien donner en retour. Et le paradoxe est cruel. Plus vous mettez d'efforts, plus le cadre se retourne contre vous. Vous leur apprenez, sans le vouloir, que votre temps est toujours disponible, que vos limites sont flexibles, que votre énergie n'a pas de coût. Et ce faisant, vous vous dévalorisez involontairement, pas à leurs yeux, mais aux vôtres. Le déséquilibre devient interne avant de devenir relationnel. Vous sentez l'épuisement. Vous sentez le ressentiment monter.
Vous continuez à espérer que ça s'améliorera si vous donnez juste un peu plus. Mais ce n'est pas le cas, car ce que vous poursuivez, vous le placez au-dessus de vous. Et ce que vous placez au-dessus de vous a le pouvoir de vous écraser. Les stoïciens comprenaient profondément cette dynamique. Marc Aurèle a écrit « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur elle. Votre souffrance ne vient pas de leur manque d'effort. Elle vient de votre décision de continuer à les poursuivre malgré tout, de continuer à espérer là où l'espoir est devenu un abandon de soi, de continuer à vous prouver à quelqu'un qui a déjà fait de son confort une priorité plus grande que votre clarté. Et au moment où vous vous arrêtez, quelque chose de miraculeux se produit. Le déséquilibre s'effondre, parce qu'il n'a jamais été question qu'il soit au-dessus de vous. Il s'agissait de vous placer en dessous. À la seconde où vous cessez de vous surinvestir, l'illusion se brise. Ils ne sont plus sur un piédestal. Ils sont juste exposés. Exposés pour le peu qu'ils donnaient, pour tout ce qu'ils recevaient, pour le temps qu'ils ont passé à se laisser porter par votre constance en vous offrant le strict minimum. Et maintenant, sans votre effort pour les soutenir, ils se retrouvent seuls. Et c'est plus silencieux, plus vide, et bien moins impressionnant qu'il n'y paraissait. Vous commencez à voir comment cette poursuite masquait la vérité. Que vous portiez la connexion. Que vous faisiez le gros du travail émotionnel. Que votre présence était le ciment. Et sans elle, tout commence à s'effilocher. Mais au lieu de ressentir du regret, vous commencez à ressentir du soulagement, car se détacher ne fait pas que vous retirer de leur monde. Il vous ramène au vôtre. Vous n'attendez plus leur reconnaissance pour vous sentir vu. Vous n'êtes plus désespéré d'attendre leur réponse pour vous sentir entendu. Vous ne vous rapetissez plus juste pour maintenir une conversation que vous n'avez même pas commencée. Sénèque a écrit « Personne n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il veut, mais il est en son pouvoir de ne pas vouloir ce qu'il n'a pas. » Ansipania. Vous n'avez pas besoin d'être choisi par quelqu'un qui ne vous apprécie que lorsque vous le poursuivez. Vous n'avez pas besoin d'attendre une validation qui arrive trop tard. Ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaître que tout ce qui est construit sur un déséquilibre ne peut pas durer. Que le respect, lorsqu'il est mendié, se transforme en pitié. Et personne ne veut être pris en pitié. Quand vous arrêtez enfin de courir après, vous commencez à voir ce qui n'a jamais été réel. Les conversations qui n'avaient lieu que lorsque vous les initiiez, la connexion qui n'existait que lorsque vous la mainteniez, la relation qui n'était vivante que parce que vous continuiez à lui insuffler la vie. Et à chaque pas en arrière, la clarté revient. Vous réalisez que votre valeur n'a jamais disparu. Elle était simplement cachée sous le poids de votre propre générosité excessive. Vous pensiez être fort, loyal, engagé, mais ce que vous étiez, c'était épuisé. Et maintenant, c'est fini. Pas amer, pas brisé, juste fini. Parce que la paix ne réside pas dans la justification, elle réside dans la présence. Et vous êtes rentré chez vous. Alors, quand ils remarqueront enfin votre absence, quand ils essaieront de revenir, de récupérer l'attention que vous donniez si librement, ils trouveront quelqu'un de nouveau, non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous avez enfin cessé d'être moins vous-même pour être plus pour eux. Et ce changement tranquille, c'est là que réside le vrai pouvoir. Le silence n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas de l'évitement. Ce n'est pas le manque de quelque chose. C'est la présence de quelque chose de plus profond, de plus fort, quelque chose que la plupart des gens, trop bruyants, ne reconnaissent pas. Il ne s'agit pas de tourner le dos à quelqu'un pour prouver quelque chose. Il s'agit de se tourner vers l'intérieur pour se souvenir de sa propre valeur. Le silence n'est pas ce qui arrive quand vous n'avez plus de mots.
C'est ce qui arrive quand vous ne ressentez plus le besoin de vous expliquer à des gens qui n'écoutaient que pour répondre, pas pour comprendre. Dans un monde qui célèbre l'engagement constant, le silence devient un acte radical. Il n'est pas passif. Il est précis. Ce n'est pas une retraite. C'est une redéfinition de vos frontières. Quand vous cessez de parler, de vous justifier, de surexpliquer votre âme à quelqu'un qui ne prête même pas attention, ce silence devient plus fort que tout ce que vous avez jamais dit. Il n'a pas besoin de ponctuation. Il n'a pas besoin de légende. Il reste là, calmement, exposant chaque fissure dans la connexion que vos mots masquaient autrefois. Et voilà le secret. Ce genre de silence ne laisse pas seulement les gens avec une absence. Il les laisse avec eux-mêmes. C'est la partie à laquelle ils ne sont pas préparés. Votre silence devient un miroir. Et quand il n'y a plus de bruit pour les distraire, ils commencent à entendre des choses qu'ils évitaient. Ils relisent votre dernier message. Ils dissèquent votre ton. Ils interprètent des pauses qui n'existaient pas avant. Ils comblent les vides avec leur propre culpabilité, leur propre peur, leurs propres regrets. Et ils deviennent hantés, non pas par ce que vous avez dit, mais par ce que vous n'avez pas dit. C'est là que l'obsession commence. Non pas quand vous avez parlé, mais quand vous vous êtes tu. Car tant que vous vous expliquiez, ils pouvaient rester dans leur confort. Mais maintenant que vous êtes silencieux, ils doivent se poser les questions auxquelles vous répondiez pour eux. Et c'est de cela que la plupart des gens ont vraiment peur. D'être laissés seuls avec la vérité. Carl Jung a dit un jour, « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et votre silence supprime toutes leurs distractions. Il les force à entendre ce qui a toujours été là, mais enfoui sous le son de votre effort constant. Votre effort pour réparer, pour clarifier, pour adoucir l'inconfort de leur indifférence. Mais maintenant, il n'y a plus que de l'espace. Et dans cet espace, le poids de leur négligence devient indéniable. Vous ne choisissez pas le silence pour punir. Ce n'est pas de la force, c'est de l'orgueil. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de se reconstruire. Vous ne battez pas en retraite par colère. Vous faites une pause parce que vous avez enfin compris que tout ne mérite pas votre énergie, que toute conversation n'est pas sacrée, que toute connexion ne mérite pas d'être sauvée, et que les limites les plus puissantes sont souvent les plus silencieuses. Sénèque a écrit « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, c'est que nous en perdons beaucoup. » Pamo etate. N'est-ce pas là le plus douloureux? Regardez en arrière et réalisez à quel point vous avez passé votre vie à essayer d'être entendu par quelqu'un qui n'avait aucune intention d'écouter. Vous vous êtes expliqué encore et encore, espérant que cette fois, peut-être, il comprendrait enfin. Mais ce ne fut pas le cas. Non pas parce que vous n'étiez pas clair, mais parce qu'il n'en était pas capable. Et maintenant, votre silence devient la première chose qu'ils entendent vraiment de vous. C'est étrange comme quelque chose de si discret peut faire tant de bruit dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Mais c'est la nature du silence. Il amplifie tout ce qui était caché. Et une fois qu'il commence à résonner, il devient difficile de l'ignorer. Le silence que vous laissez derrière vous n'est pas vide. Il est chargé. Il contient chaque fois où vous avez été ignoré, chaque fois où l'on vous a négligé, chaque fois où votre gentillesse a été prise pour de la faiblesse. Il contient la vérité non dite. Vous aviez un accès. Vous en avez abusé. Maintenant, il a disparu. Vous n'avez pas besoin de faire une sortie spectaculaire. Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre retrait. C'est de la performance. C'est du bruit. Le vrai silence est net, calme, définitif. Il n'argumente pas. Il ne se défend pas. Il s'arrête, tout simplement. Et c'est ce qui le rend si difficile à combattre.
parce qu'il n'y a plus rien contre quoi se battre, plus rien à blâmer, juste le poids indéniable de leur propre comportement, qui leur est renvoyé par l'immobilité que vous avez laissée dans votre sillage. Et lentement, ils commencent à le sentir. Pas d'un seul coup, mais par vagues. Dans les moments où ils tendent la main vers vous et réalisent que vous ne tendez plus la vôtre. Dans les souvenirs qui leur apportaient autrefois du réconfort et qui maintenant piquent de la douleur de la perte. Dans la prise de conscience que votre absence pèse plus lourd que votre présence ne l'a jamais fait. C'est le paradoxe du silence. Il n'est pas plus léger, il est plus bruyant. Pas plus doux, mais plus tranchant. Pas distant, mais intime, comme seule la réflexion peut l'être. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Mais la plupart des gens parlent sans fin juste pour éviter d'entendre quoi que ce soit. Votre silence est une invitation, non pas à revenir, non pas à se réconcilier, mais à réfléchir. Et qu'ils l'acceptent ou non n'est plus votre problème. Car au moment où vous avez choisi l'immobilité plutôt que la lutte, vous avez récupéré quelque chose de bien plus précieux que leur attention. Vous avez récupéré votre paix. Vous ne prouvez plus rien. Vous ne vous battez plus pour être vu. Vous n'essayez de convaincre personne de votre valeur. Vous êtes simplement immobile. Et cette immobilité devient votre force. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il n'en a pas besoin. Il existe, simplement. Calme, posé, imperturbable. Et lorsque le monde autour de vous se calme enfin, c'est cette immobilité qui demeure. Alors s'ils reviennent, ils trouveront une version différente de vous. Pas amère, pas sur la défensive. Juste plus disponible pour être mal compris. Car une fois que le silence a fait son œuvre, il n'y a plus rien à dire. Chaque relation, chaque conversation, chaque regard échangé, tout se déroule dans un cadre invisible. Un cadre que l'on ne peut ni voir ni toucher, mais que l'on peut sentir. C'est la tension subtile entre celui qui est dans le besoin et celui qui offre la valeur. Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ce cadre détermine tout. L'équilibre de l'attention, le flux du pouvoir, la direction de l'effort. Vous l'avez déjà ressenti, même si vous ne pouviez pas le nommer. Ce sentiment de courir après le temps de quelqu'un d'autre, sa validation, son énergie. La frustration silencieuse de toujours prendre l'initiative, de toujours expliquer, de toujours attendre. C'est ce que l'on ressent quand on vit dans le cadre de quelqu'un d'autre. Et plus vous y restez, plus vous oubliez que vous aviez le vôtre. Quand vous poursuivez quelqu'un, même avec les meilleures intentions, vous entrez dans une dynamique qui place votre valeur entre ses mains. Non pas parce qu'il est meilleur que vous, non pas parce qu'il l'a demandé, mais parce que c'est l'effet de la poursuite. Elle vous fait plier. Elle vous demande de prouver, de plaire, de performer. Elle vous met sur les nerfs, vous fait deviner, vous laisse douter de vos mots, de votre timing, de votre présence. Vous devenez celui qui attend une réponse, qui attend d'être choisi. Et sans même le savoir, vous avez fait de son approbation votre point d'ancrage. Carl Jung a dit un jour, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Mais vous ne pouvez pas le faire lorsque votre identité est construite à l'intérieur du cadre de quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes vraiment si votre valeur ne cesse de monter et de descendre au gré de l'attention d'un autre. C'est pourquoi le détachement ne consiste pas à s'éloigner. Il s'agit de revenir à son propre esprit. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous ne les rejetez pas. Vous revenez simplement à vous-même. Et ce faisant, le cadre commence à se déplacer. Le détachement n'a pas besoin d'être bruyant. Il n'a pas besoin d'être cruel. Il ne nécessite aucune déclaration. Il ne requiert que de la contenance.
une reconnaissance tranquille que vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous ne demandez plus à être compris. Vous n'expliquez plus pourquoi vous méritez le respect. Vous ne défendez plus vos intentions auprès de personnes qui les ont déformées pour leur propre confort. Vous avez simplement fini de livrer votre énergie comme si elle était gratuite. Et c'est là que se cache le pouvoir. Pas dans la confrontation, mais dans le calme. Pas dans les cris, mais dans le silence. Parce que le cadre ne change pas lorsque vous l'exigez. Il change lorsque vous cessez de donner aux gens un accès qu'ils n'ont jamais mérité. Quand vous arrêtez de les poursuivre, ils commencent à sentir le vide là où votre effort vivait autrefois. Et soudain, ce sont eux qui se posent des questions, eux qui tendent la main, eux qui calculent leurs mots, incertains de votre réponse. Non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous avez cessé de faire d'eux le centre de votre estime de soi. Ce renversement ne se produit pas par vengeance, mais par raffinement. Lorsque vous cessez d'essayer de prouver que vous êtes assez bien, vous devenez la norme. Lorsque vous cessez d'essayer de réparer un lien unilatéral, vous commencez à attirer des gens qui vous rencontrent à mi-chemin. Parce que vous ne performez plus, vous choisissez. Vous n'êtes plus au bord de leur monde, espérant y être invité. Vous êtes ancré dans le vôtre. Et ce changement subtil est plus puissant que n'importe quel discours que vous pourriez prononcer. Marc Aurèle a écrit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » C'est cela, le cadre. C'est l'espace où vous reprenez le contrôle. Vous n'essayez pas de gagner quelqu'un. Vous ne vous battez pas pour une place à une table qui vous oblige à vous diminuer. Vous réalisez que votre paix n'a jamais été destinée à être négociée. Et une fois que vous vous installez dans cette prise de conscience, votre énergie change. Vous ne vous penchez plus en avant avec désespoir. Vous vous penchez en arrière avec discernement. Ce que les gens oublient souvent, c'est que l'influence ne vient pas du fait d'être la voix la plus forte dans la pièce. Elle vient de celui qui ne bronche pas quand le silence s'étire. Celui qui ne se précipite pas pour combler les pauses gênantes. Celui qui n'a pas peur d'être mal compris. Car lorsque vous connaissez votre propre valeur, vous ne mendiez plus la reconnaissance. Vous l'incarnez. Cette présence parle plus fort que n'importe quel mot ne le pourrait jamais. Et finalement, les personnes qui avaient autrefois du pouvoir sur vos émotions commencent à sentir ce changement. Elles remarquent votre absence. Pas seulement physiquement, mais énergétiquement. Elles réalisent qu'elles ne peuvent plus compter sur votre disponibilité. Elles ne peuvent pas prédire votre réponse. Elles ne peuvent pas compter sur votre pardon comme avant. Et cette incertitude crée une gravité. Non pas parce que vous les avez manipulés, mais parce que vous vous êtes retiré d'une dynamique qui n'a jamais été viable. C'est pourquoi le cadre est si important. Parce qu'à chaque fois que vous entrez dans le cadre de quelqu'un d'autre, vous risquez de vous perdre. Vous risquez de devenir la version de vous qui plie au lieu de se tenir droite, qui surexplique au lieu d'observer, qui plaide au lieu de choisir. Mais lorsque vous créez votre propre cadre, bâti sur la clarté, le calme et les limites, vous n'avez plus besoin que quiconque le valide. Soit ils y entrent avec respect, soit ils restent à l'extérieur. Sénèque a dit un jour, « Celui qui est courageux est libre. » Et il y a une forme de courage à refuser de poursuivre, à rester immobile alors que les autres s'attendent à ce que vous bougiez. Il ne s'agit pas d'être indifférent, il s'agit d'être sélectif. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour l'attention de quelqu'un qui ne vous voit que lorsque vous êtes bruyant. Vous revenez simplement à votre centre et laissez le silence parler de lui-même. Car une fois que le cadre change, tout le reste suit.
Vous n'essayez plus de vous intégrer dans leur monde, vous les invitez dans le vôtre. Et cette invitation n'est plus gratuite. Elle se mérite, non pas en suppliant, non pas en prouvant, mais en se présentant avec la même clarté et la même contenance que vous aviez lorsque vous avez cessé de vous expliquer. Et à partir de là, vous ne poursuivez plus, vous attirez. Le détachement est souvent mal compris. Les gens supposent qu'il est froid, comme fermer une porte et la verrouiller derrière soi. Ils pensent qu'il s'agit de couper ses émotions, de s'éloigner sans se soucier, sans réfléchir. Mais le vrai détachement n'est pas froid, il est clair. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas de la vengeance. C'est la paix, enfin, comprise. C'est lorsque vous cessez d'avoir besoin de forcer la connexion, lorsque vous cessez de donner votre énergie juste pour être vu. Vous n'avez pas besoin de disparaître de manière dramatique. Vous n'avez pas besoin de faire d'annonces ou de poser des ultimatums. Vous réduisez simplement votre présence, lentement, tranquillement, jusqu'à ce qu'elle devienne sacrée. Jusqu'à ce que votre absence pèse plus lourd que votre présence ne l'a jamais fait. Il y a un moment où vous réalisez que chaque message ne mérite pas une réponse, que chaque changement de ton n'a pas besoin d'être expliqué, que chaque silence ne doit pas être rempli de réconfort. Vous commencez à choisir quand et comment vous vous engagez. Non pas pour manipuler, mais pour protéger. Car la paix, comme l'enseignaient les stoïciens, ne vient pas de ce que vous gagnez. Elle vient de ce que vous apprenez à vivre sans. Marc Aurèle a écrit un jour: « Très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous-même, dans votre façon de penser. » Vous n'avez pas besoin de plus de réactions. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements. Vous avez besoin d'alignement. Lorsque vous cessez d'avoir besoin d'une réponse, vous n'abandonnez pas. Vous donnez de l'espace. Lorsque vous cessez d'avoir besoin qu'ils réagissent, vous ne vous retirez pas. Vous vous reposez enfin. Et lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être compris, quelque chose de surprenant se produit. Vous devenez compris. Non pas par des arguments ou des justifications, mais par la clarté de votre absence. L'immobilité parle plus fort que n'importe quelle défense ne le pourrait jamais. Les gens le sentent dans votre manque de réaction, dans le timing de votre silence, dans la manière calme avec laquelle vous ne vous précipitez plus pour réparer ce qui ne vous appartient pas. Carl Jung a dit un jour: « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous amener à une compréhension de nous-mêmes. » Le détachement vous mène vers l'intérieur, là où la vraie guérison commence. Il ne s'agit plus d'eux, il s'agit de vous. De comprendre la partie de vous qui pensait autrefois que votre valeur se prouvait par la quantité de choses que vous pouviez endurer. D'abandonner la version de vous-même qui croyait que l'amour devait se mériter par l'hyper-extension et le sacrifice de soi. Vous commencez à voir qu'être présent ne signifie pas être disponible pour le manque de respect. Que l'amour n'est pas réel s'il exige que vous perdiez votre paix pour le maintenir en vie. Au fur et à mesure que vous vous détachez, le besoin de validation commence à s'estomper. Vous n'avez plus besoin de la conclusion de ceux qui ont construit leur confort sur votre confusion. Vous n'essayez plus de prouver votre point de vue à ceux qui avaient décidé de ne pas le voir dès le départ. Le silence devient moins une affaire les concernant et plus une reconquête de vous-même. Votre rythme, votre clarté émotionnelle, votre capacité à respirer sans attendre la permission. Sénèque a dit un jour: « Il souffre plus que nécessaire, celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire. » Le détachement vous apprend à cesser de souffrir 2 fois. Une fois de la déception que les autres apportent et une autre fois de l'histoire que vous écrivez autour. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont, non pas comme vous espériez qu'elles soient. Vous ne romantisez plus les signaux d'alarme.
Vous ne confondez plus l'incohérence avec le mystère. Et vous ne restez plus dans des situations qui vous privent de clarté. Vous voyez la réalité, non pas avec colère, mais avec acceptation. Et ce genre de clarté est rare. Vous devenez imperturbable, non pas parce que vous ne ressentez rien, mais parce que vous avez cessé de donner accès à chaque sentiment que vous avez. Vous savez quand parler et quand vous taire. Vous savez quand vous approcher et quand prendre du recul. Vous ne cherchez plus à être choisi. Vous choisissez. Et la paix qui en découle est indéniable. Vous vous portez différemment. Vous entrez dans une pièce sans expliquer votre présence. Vous vous engagez sans essayer d'être aimé. Vous écoutez plus et parlez moins, non pas parce qu'on vous a fait taire, mais parce que vos mots ont maintenant du poids. Quand les autres commenceront à remarquer votre changement, ils appelleront cela de la distance. Ils diront que vous avez changé. Et ils auront raison. Vous avez cessé d'être émotionnellement accessible à des personnes qui n'ont jamais mérité votre proximité. Vous avez cessé de trop vous confier dans l'espoir d'une connexion. Vous avez cessé de trahir vos limites pour maintenir la paix. Cette version de vous qui avait besoin d'un réconfort constant, cette version s'est tue. Et à sa place se dresse quelque chose de bien plus fort. Le discernement. Vous n'êtes pas froid, vous êtes clair. Il n'y a pas de ressentiment, seulement un réalignement. Vous ne les punissez pas avec votre silence. Vous vous respectez avec lui. Vous ne les excluez pas. Vous ne laissez simplement plus la porte grande ouverte. Et s'ils ne savent pas comment gérer cela, cela ne fait que révéler à quel point ils comptaient sur votre ouverture sans jamais offrir la leur. Aristote a dit un jour: « Se connaître soi-même est le commencement de toute sagesse. » Le détachement est la pratique de réapprendre à se connaître soi-même sans le bruit des attentes des autres, sans se plier à leur saute d'humeur, sans confondre leur incohérence avec votre inadéquation. Vous revenez à votre centre, et à partir de là, la vie devient plus simple, plus claire, plus silencieuse. Vous cessez de chercher la paix auprès de personnes qui prospèrent dans le chaos. Vous cessez de demander de l'amour à des personnes qui ne savent que prendre. Vous cessez d'attendre la clarté de ceux qui sont accros à la confusion. Et dans cette immobilité, dans cette réduction du bruit, vous devenez quelque chose qui ne peut être remplacé, une présence imperturbable. Et c'est le genre de présence dont les gens se souviennent. Non pas parce qu'elle était bruyante, mais parce qu'une fois qu'elle a disparu, tout a semblé différent. Il y a une raison pour laquelle le silence persiste plus longtemps que les mots. Quand quelque chose se termine proprement, nous faisons notre deuil, nous traitons l'information et nous passons à autre chose. Mais quand quelque chose se termine sans explication, quand ça s'estompe, disparaît, glisse dans l'immobilité, nous ne passons pas à autre chose. Nous tournons en boucle. Nous le retournons encore et encore dans notre esprit, en quête de sens. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la psychologie. L'esprit est conçu pour boucler les boucles, pour chercher un achèvement. Et quand il ne l'obtient pas, il entre dans une spirale. C'est pourquoi entendre quelqu'un dire « c'est fini » peut être moins douloureux que de voir quelqu'un disparaître sans un mot. La conclusion apporte la paix. Mais l'absence de conclusion, cela engendre l'obsession. Vous commencez à tout analyser. Le dernier message, le dernier regard, la dernière fois que leur ton a changé. Vous cherchez les indices que vous avez manqués, les signes que vous avez ignorés. Vous réécrivez toute l'histoire en essayant de trouver le moment où tout s'est effondré. Et plus vous essayez de résoudre le problème, plus il se dissout en fragments. C'est ce qui le rend si difficile, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'eux, mais des questions sans réponse qu'ils laissent derrière eux. Carl Jung a dit un jour: « L'homme ne peut supporter une vie dénuée de sens. » Et en l'absence de conclusion,
l'esprit commence à créer du sens, même s'il est imaginé, même s'il est douloureux. C'est ce que les psychologues appellent l'effet Zeigarnik, la tendance du cerveau à se focaliser plus intensément sur les expériences inachevées que sur les expériences terminées. Votre cerveau ne fait pas cela exprès. Il n'essaie pas de vous torturer. Il essaie juste de comprendre. Et la compréhension semble impossible quand l'histoire n'a pas de fin. Vous n'êtes pas obsédé parce que vous êtes brisé. Vous êtes obsédé parce que le récit l'était. Et quelque part dans votre psyché, il y a une version de vous qui attend toujours une réponse qui ne viendra jamais. Mais c'est là que quelque chose de puissant se produit. La même force qui fait tourner l'esprit en boucle peut aussi être redirigée. Parce que l'obsession n'est que de l'énergie sans direction. Et si vous ne pouvez pas boucler la boucle avec eux, vous pouvez commencer à la boucler avec vous-même. Cela ne signifie pas prétendre que cela n'avait pas d'importance. Cela signifie vous donner la conclusion qu'ils n'ont jamais offerte. Cela signifie dire « Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de m'en soucier. Je suis parti parce que j'ai commencé à me soucier de moi. » Cette seule phrase peut être le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre qui ne nécessite pas qu'il tourne la page. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un peut me prouver que ce que je pense ou fais n'est pas juste, je changerai volontiers, car je cherche la vérité. » Mais que faire quand quelqu'un part sans rien vous montrer du tout? Quand il ne corrige pas, ne confronte pas, n'explique pas. Vous apprenez à trouver la vérité dans le silence. Vous apprenez à voir leur absence non comme une attaque, mais comme un message. Et souvent, ce message est plus clair que tous les mots qu'ils auraient pu prononcer. Ils n'étaient pas prêts à faire le travail de mettre fin aux choses correctement. Et cela en dit plus sur leur capacité que sur votre valeur. Parce que ce qui maintient les gens coincés le plus longtemps, c'est la conviction que cela aurait pu se terminer différemment. Que s'ils avaient juste dit une chose de plus, fait une chose de plus, attendu un jour de plus, peut-être que l'histoire aurait pris un autre tournant, mais quand vous regardez de près, vous voyez le schéma. Vous voyez combien d'efforts vous avez déployés pour le maintenir en vie. Vous voyez à quel point ils se sont éloignés bien avant que le silence n'arrive. Et soudain, la boucle commence à s'affaiblir. Non pas parce qu'elle est résolue, mais parce que vous cessez de vous blâmer de ne pas l'avoir résolue. Sénèque a écrit un jour « Être partout, c'est n'être nulle part ». Et la même chose est vraie pour votre énergie. Si vous continuez à la disperser sur des histoires non résolues, vous n'arrivez jamais pleinement dans votre propre vie. Vous gardez un pied dans le passé, espérant une version de la conclusion qui ne viendra jamais. Et ce faisant, vous vous privez de la paix dans le présent. Mais quand vous dites enfin « Je n'ai pas besoin de leurs mots pour guérir », quelque chose change. L'écho devient plus silencieux. L'obsession perd de son poids. Et vous commencez à écrire d'un nouvel endroit, un endroit enraciné dans votre propre clarté, pas dans leur confusion. Cela ne signifie pas que la boucle disparaît du jour au lendemain. L'esprit peut encore errer. Vous pouvez encore le sentir. Une attraction, une curiosité, un espace vide qui contenait autrefois un potentiel. Mais maintenant, vous le reconnaissez pour ce qu'il est. Non pas un amour inachevé, mais une explication inachevée. Et vous cessez d'attendre que quelqu'un d'autre la complète. Vous bouclez la boucle en réalisant que vous n'avez pas besoin de leur permission pour arrêter de penser à eux. La vérité la plus difficile à accepter est que certaines personnes partent non pas parce que la connexion n'était pas réelle, mais parce que la responsabilité qu'elle exigeait était trop lourde. Et alors, elles disparaissent. Elles évitent la conversation. Elles choisissent la fuite propre plutôt que l'honnêteté difficile. Et ce silence, il résonne, mais pas pour toujours. Finalement, il devient un bourdonnement lointain, vous rappelant non pas la perte,
mais la croissance. Parce qu'à l'instant même où vous avez cessé d'attendre des réponses de leur part, vous avez commencé à écouter votre propre voix. Alors, s'ils reviennent un jour, et cela arrive parfois, ne soyez pas surpris, non pas parce qu'ils ont enfin trouvé les mots justes, mais parce qu'ils ont ressenti le poids de l'histoire que vous avez laissée en suspens. La différence désormais, c'est que vous n'avez plus besoin de les entendre, car vous avez déjà tourné la page. Et c'est là la forme d'apaisement la plus puissante, celle que vous vous offrez à vous-même lorsque personne d'autre n'a eu le courage de vous la donner. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est tout simplement de s'en aller. Sans colère, ni fracas, mais avec une paix si profonde qu'elle en devient inoubliable. Car lorsque vous cessez de chercher la clarté auprès des autres, vous la créez au plus profond de vous. Et cette lucidité-là n'a pas besoin d'être comprise. Elle avance, simplement, intacte, inébranlable. Si ce message a résonné en vous, bien plus vous attend. Regardez la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. C'est peut-être le rappel que votre esprit attendait. Merci de suivre le journal stoïcien. Restez ancré, restez lucide, et n'oubliez jamais, votre quiétude est votre force.